L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, sa grossesse a battu tous les records, changeant à jamais la vie de cette famille et de la médecine. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans le petit village de Saint-Rémy en Provence, niché au cœur des Alpilles, une histoire extraordinaire se déroule, défiant toute logique et bouleversant la communauté tranquille. Mariette Belle-Rose, une femme de 39 ans au visage marqué par les épreuves, est devenue une véritable légende vivante. Son destin hors du commun a commencé à se dessiner lorsqu'à son grave l'âge tendre de 12 ans, elle fut forcée de se marier à un homme 3 fois plus âgé qu'elle. Le soleil se lève sur les champs de lavande qui entourent la modeste maison de Mariette. À l'intérieur, c'est déjà l'effervescence. Des cris d'enfants, des rires et des pleurs se mêlent dans une cacophonie familière. Mariette, les traits tirés mais le regard déterminé, prépare le petit déjeuner pour sa progéniture impressionnante, 44 enfants, dont 38 encore en vie. Amélie, occupe-toi des jumeaux pendant que je réveille les petits, lance-t-elle à sa fille aînée, qui hoche la tête avec une maturité bien au-delà de ses années. Alors que Mariette monte l'escalier grinçant, ses pensées dérivent vers ce jour fatidique, il y a 27 ans, où sa vie a basculé. Elle murmure pour elle-même, sa voix à peine audible par-dessus le tumulte de la maison. Je n'étais qu'une enfant. Je ne savais rien de la vie, rien de ce qui m'attendait. Un frisson parcourt son corps alors qu'elle se remémore sa nuit de noces, un souvenir qu'elle s'efforce habituellement de refouler. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle les ravale rapidement. Elle n'a pas le temps pour ça. Pas maintenant. Pas avec tant de bouches à nourrir. Dans la cuisine, Amélie, 15 ans, tente de calmer les jumeaux qui se chamaillent pour un bout de pain. Maman, appelle-t-elle, Antoine et Marcel se battent encore. Mariette descend les escaliers, portant dans ses bras 2 bambins encore endormis. Elle pose un regard las mais aimant sur la scène devant elle. Antoine, Marcel, dit-elle d'une voix ferme mais douce, qu'est-ce que je vous ai dit à propos du partage? Les garçons baissent la tête, honteux. Pardon, maman, murmure-t-il en chœur. Soudain, un coup à la porte fait sursauter tout le monde. Mariette fronce les sourcils. Il est trop tôt pour les visites. Elle ouvre la porte pour découvrir Père François, le visage grave. Mariette, dit-il doucement, nous devons parler. Le cœur de Mariette se serre. Elle connaît ce regard. C'est le même qu'il avait lorsqu'il lui a annoncé la mort de son 6e enfant. Les enfants, dit-elle sans quitter le prêtre des yeux, finissez votre petit déjeuner. Amélie, tu es en charge. Elle sort, fermant la porte derrière elle. Le soleil de Provence, d'habitude si chaleureux, semble soudain froid et menaçant. Qu'y a-t-il, mon père, demande-t-elle, sa voix trahissant son anxiété. Père François prend une profonde inspiration. Mariette, le conseil municipal s'est réuni hier soir. Il pense que votre situation n'est plus tenable. Il parle de placer certains de vos enfants dans des familles d'accueil. Le monde de Mariette s'effondre. Elle chancelle, s'appuyant contre le mur de sa maison pour ne pas tomber. Non, murmure-t-elle, non, ils ne peuvent pas faire ça. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Le prêtre pose une main réconfortante sur son épaule. Je sais, Mariette. Je me battrai pour vous, je vous le promets. Mais, vous devez comprendre. Votre situation est unique. Personne ne sait comment gérer cela. Mariette se redresse, une lueur de défi dans les yeux. Je les ai mis au monde, mon père. Je les élèverai. Tous. Peu importe ce qu'il faudra. À l'intérieur, ignorant le drame qui se joue, les enfants continuent leur routine matinale. Mais pour Mariette Belle-Rose, mère de 44 enfants, une nouvelle bataille commence. Une bataille pour garder sa famille unie, contre vent et marée. Alors qu'elle rentre dans la maison, déterminée à cacher son trouble à ses enfants, elle ne peut s'empêcher de penser à ce jour, il y a tant d'années, où tout a commencé. Le jour où, à peine plus qu'une enfant elle-même, elle est devenue mère pour la première fois. Si seulement j'avais su, murmure-t-elle, avant de plonger à nouveau dans le chaos organisé de sa vie extraordinaire. Le soleil de midi baignait l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière d'une lumière aveuglante. Dans le bureau du docteur Étienne Beaumont, gynécologue renommé, l'atmosphère était lourde de tension. Mariette Belle-Rose, assise sur le bord de sa chaise,
les mains crispées sur son sac à main usé, attendait avec appréhension les résultats de ses examens. Madame Belle-Rose, commença le docteur Beaumont, ajustant ses lunettes, j'ai examiné vos résultats en détail, et je dois admettre que votre cas est exceptionnel. Mariette se raidit. Exceptionnel comment, docteur, demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le médecin prit une profonde inspiration. Madame, vous souffrez d'une condition extrêmement rare. Vos ovaires sont anormalement grands, ce qui provoque un phénomène appelé hyperovulation. Les yeux de Mariette s'écarquillèrent. Hyper, quoi? Hyperovulation, répéta patiemment le docteur Beaumont. En termes simples, vos ovaires libèrent plusieurs ovules à chaque cycle, au lieu d'un seul comme c'est normalement le cas. C'est ce qui explique vos grossesses multiples répétées. Mariette resta silencieuse un moment, assimilant l'information. Puis, d'une voix tremblante, elle demanda, « Mais pourquoi? Pourquoi moi ?» Le médecin secoua la tête. Malheureusement, nous ne comprenons pas entièrement les causes de cette condition. Il semble y avoir une composante génétique, mais... Génétique, l'interrompit Mariette, soudain alarmée. Vous voulez dire que mes filles pourraient aussi? Le docteur Beaumont leva une main apaisante. C'est une possibilité, mais pas une certitude. Nous devrons les surveiller de près quand elles atteindront la puberté. Mariette ferma les yeux, submergée par l'émotion. Les visages de ses filles défilèrent dans son esprit, chacune portant potentiellement ce fardeau qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Et pour les contraceptifs, demanda-t-elle finalement, ouvrant les yeux avec une lueur d'espoir. Le visage du docteur Beaumont s'assombrit. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple, Madame Belle-Rose. Votre condition rend la plupart des méthodes contraceptives hormonales dangereuses pour votre santé. Le risque de complications est trop élevé. Mariette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alors quoi? S'exclama-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Je suis condamnée à avoir encore et encore des enfants jusqu'à ce que mon corps ne le supporte plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans le couloir, on entendait le va-et-vient habituel de l'hôpital, mais dans le bureau, le temps semblait s'être arrêté. Finalement, le docteur Beaumont se pencha en avant, son regard plongé dans celui de Mariette. Madame Belle-Rose, je ne vais pas vous mentir. Votre situation est complexe et potentiellement dangereuse. Mais nous ne sommes pas sans option. Il sortit un dossier de son bureau. Il existe une procédure chirurgicale expérimentale qui pourrait potentiellement réduire la taille de vos ovaires et normaliser votre ovulation. Cependant, je dois vous avertir que c'est risqué et que les effets à long terme ne sont pas entièrement connus. Mariette fixa le dossier, son esprit tourbillonnant. D'un côté, l'espoir d'une vie normale, de l'autre, la peur de l'inconnu. « Et si je ne fais rien ?» demanda-t-elle doucement. Le docteur Beaumont soupira. « Votre corps est déjà sous une énorme pression, Madame Belle-Rose. Chaque grossesse supplémentaire augmente les risques pour votre santé. Sans parler des défis émotionnels et financiers que représente une famille qui ne cesse de s'agrandir. » Mariette se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Elle s'approcha de la fenêtre, observant la vie qui continuait normalement dans les rues de Paris. Comment sa vie avait-elle pu prendre un tel tournant? J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Pour réfléchir, pour en parler à ma famille. Le docteur Beaumont hocha la tête avec compréhension. Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais Madame Belle-Rose, ajouta-t-il, sa voix empreinte de gravité, ne tardez pas trop. Votre santé en dépend. Alors que Mariette quittait le bureau, son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Elle qui avait toujours vu sa fertilité exceptionnelle comme une bénédiction, même dans les moments les plus difficiles, se retrouvait maintenant à la considérer comme une malédiction. Dans le métro qui la ramenait chez elle, entourée d'étrangers inconscients de son dilemme, Mariette sentit le poids du monde sur ses épaules. Comment allait-elle annoncer cela à ses enfants? À son mari absent? Et surtout, comment allait-elle prendre cette décision qui allait changer le cours de sa vie et celle de sa famille? Alors que le métro s'enfonçait dans les entrailles de Paris, Mariette Belle-Rose, la mère aux 44 enfants, faisait face au plus grand défi de sa vie. Un défi qui allait tester sa force, sa résilience et son amour inconditionnel pour sa famille hors du commun. L'aube se levait sur Saint-Rémy-en-Provence, baignant la petite maison des Belle-Rose d'une lumière dorée. Mariette, déjà debout depuis des heures, préparait le petit déjeuner pour sa tribu nombreuse. Ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs,
revivant encore et encore la scène qui avait changé sa vie 3 ans auparavant. « Gaston » murmura-t-elle, le nom de son mari absent lui brûlant les lèvres comme un tison ardent. Le bruit d'une chaise qui tombe la ramena brutalement à la réalité. Dans la cuisine, c'était le chaos habituel du matin. Maman appela Léonie, sa fille de 12 ans, Théo a encore renversé son lait. Mariette soupira, attrapant un chiffon. Alors qu'elle nettoyait le sol, ses pensées dérivèrent à nouveau vers cette nuit fatidique. « Je n'en peux plus, Mariette, » avait dit Gaston, son visage creusé par l'épuisement et quelque chose d'autre, du dégoût. « Cette vie, ce n'est pas ce que je voulais. » Mariette, berçant leur dernier-né, avait senti son cœur se briser. « Gaston, je t'en prie, nous pouvons traverser ça ensemble. Les enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Mais Gaston avait déjà fait son sac. « Je suis désolé, » avait-il murmuré, évitant son regard. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Et juste comme ça, il était parti, laissant Mariette seule avec 38 enfants à nourrir, à habiller, à élever. « Maman ?» La voix inquiète de Léonie la tira de ses souvenirs. « Ça va ?» Mariette cligna des yeux, réalisant qu'elle était restée immobile, le chiffon à la main, pendant plusieurs minutes. Elle força un sourire. « Oui, ma chérie. Tout va bien. Va réveiller tes frères et sœurs, d'accord ?» Alors que Léonie montait l'escalier, Mariette se redressa, déterminée. Elle n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. Pas avec tant de bouches à nourrir. Les jours qui suivirent le départ de Gaston avaient été un tourbillon de désespoir et de panique. Comment allait-elle s'en sortir seule? Mais Mariette Belle-Rose n'était pas du genre à baisser les bras. « Je trouverai un moyen », s'était-elle promis, et elle avait tenu parole. D'abord, elle avait commencé à coiffer les dames du village. Ses doigts agiles et son sourire chaleureux lui avaient rapidement valu une clientèle fidèle. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, elle s'était lancée dans la décoration d'événements. Les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Mariette transformait chaque occasion en un spectacle magique, puisant dans sa créativité pour compenser son manque de moyens. Maman, l'interpella soudain Antoine, son fils aîné de 17 ans. « J'ai une idée pour gagner plus d'argent. » Mariette leva un sourcil interrogateur. « Je t'écoute, mon grand. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de ferraille abandonnée près de la vieille usine. On pourrait la collecter et la revendre, non ?» Le visage de Mariette s'illumina. « C'est une excellente idée, Antoine. » Et ainsi naquit leur petite entreprise de recyclage. Chaque week-end, Mariette et ses enfants les plus âgés parcouraient la campagne, ramassant tout ce qui pouvait être revendu. Mais ce n'était toujours pas assez. Les factures s'accumulaient, les enfants grandissaient, avaient besoin de plus. Un soir, alors que Mariette était au bord du désespoir, une idée germa dans son esprit. Elle se souvenait des recettes de sa grand-mère, des remèdes naturels qui avaient soigné tant de maux dans son enfance. « Et si ?» murmura-t-elle pour elle-même. Le lendemain, elle commença à cueillir des herbes dans les collines environnantes. Lavande, thym, romarin. Elle les mélangeait avec soin, créant des tisanes et des onguents aux vertus curatives. Au marché du village, ces produits eurent un succès instantané. « C'est comme si vous aviez capturé l'essence même de la Provence dans ces flacons », s'extasiait une cliente. Mais la plus grande surprise vint quand Mariette, presque par accident, créa un gin artisanal en utilisant les herbes locales. La boisson, au goût unique et rafraîchissant, devint rapidement la coqueluche des bars locaux. Madame Belle-Rose l'interpella un jour Monsieur Dubois, le maire du village. « Votre gin est une véritable merveille. Avez-vous pensé à le commercialiser à plus grande échelle ?» Mariette, surprise, balbutia. « Je ne saurais pas par où commencer, » aime le maire. Le maire sourit. « Laissez-moi vous mettre en contact avec quelques personnes. Votre création pourrait bien être le coup de pouce dont notre village a besoin pour se faire connaître. » Ainsi, presque sans s'en rendre compte, Mariette devint une entrepreneuse à succès. Son gin, baptisé « l'esprit de Mariette », commença à être distribué dans toute la région, puis dans tout le pays. Mais malgré ce succès inattendu, la vie restait un défi quotidien. Chaque centime gagné était immédiatement réinvesti dans l'éducation, la santé et le bien-être de ses enfants. Un soir, alors que la maison était enfin calme, Mariette s'assit sur le perron, contemplant les étoiles. Une larme solitaire coula sur sa joue. « Regarde-nous,
Gaston, murmura-t-elle à l'homme qui l'avait abandonné. Regarde ce que nous avons accompli sans toi. Dans le ciel nocturne, une étoile filante traversa l'horizon, comme pour souligner ces paroles. Mariette sourit faiblement. Demain serait un autre jour de lutte, mais elle était prête. Pour ses enfants, pour elle-même, elle continuerait à se battre, à innover, à survivre. Car Mariette Belle-Rose, la mère de 38 enfants, était bien plus qu'une simple survivante. Elle était une force de la nature, une femme qui avait transformé l'adversité en opportunité, et qui continuait, jour après jour, à réécrire les règles de ce que signifie être une mère, une entrepreneure et une battante. Le crépuscule tombait sur Saint-Rémy en Provence, enveloppant la modeste demeure des Belle-Rose d'une lueur orangée. À l'intérieur, le chaos habituel de la fin de journée battait son plein. Mariette, les traits tirés mais le regard toujours vif, orchestrait le ballet complexe du dîner familial. Élise, aide les petits à mettre la table, lança-t-elle à sa fille de 14 ans. Lucien, va chercher le pain que j'ai laissé refroidir sur le rebord de la fenêtre. Alors que les enfants s'affairaient autour d'elle, Mariette ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil inquiet à l'horloge murale. 20h30, Antoine, son aîné de 23 ans, n'était toujours pas rentré du travail. Comme pour répondre à ses pensées, la porte d'entrée grinça. Antoine apparut, le visage creusé par la fatigue, ses vêtements couverts de poussière de chantier. « Désolé du retard, maman, marmonna-t-il en déposant un baiser rapide sur la joue de Mariette. Le patron nous a fait faire des heures sup. Mariette sentit son cœur se serrer. Antoine avait dû abandonner ses études il y a 2 ans, quand les finances familiales étaient au plus bas. Depuis, il travaillait dur sur les chantiers de construction, contribuant au budget familial. « Va te laver, mon grand, dit-elle doucement. Le dîner sera prêt dans un instant. » Alors qu'Antoine montait pesamment les escaliers, Mariette ne put s'empêcher de penser à ce que sa vie aurait pu être s'il avait pu poursuivre ses études. Il avait toujours rêvé de devenir architecte. Le dîner se déroula dans un joyeux brouhaha, les plus jeunes racontant leur journée d'école, les adolescents débattant des derniers potins du village. Mais sous cette apparente normalité, Mariette pouvait sentir le poids des sacrifices que chacun faisait. Plus tard dans la soirée, alors que les plus jeunes étaient couchés, Mariette fit le tour de la maison. Dans la première chambre, 12 enfants dormaient, entassés dans des lits superposés grinçants. Les murs, autrefois d'un blanc éclatant, étaient maintenant jaunis et écaillés. Dans la deuxième chambre, les « chanceux », comme ils s'appelaient eux-mêmes, partageaient des matelas posés à même le sol. Mariette ajusta tendrement une couverture sur les épaules de Léa, sa benjamine de 3 ans. Le cœur lourd, elle descendit à la cuisine où Antoine l'attendait, une tasse de thé fumante à la main. « Maman, commença-t-il, hésitant. J'ai parlé à monsieur Dupont aujourd'hui. Il dit qu'il pourrait me prendre comme apprenti dans son cabinet d'architecte si je reprends mes études du soir. » Mariette sentit un mélange de fierté et de culpabilité l'envahir. « Oh, Antoine, c'est merveilleux. » Mais le visage de son fils s'assombrit. « Le problème, c'est que je ne pourrai plus travailler autant sur les chantiers. On va perdre une partie importante de nos revenus. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Mariette savait que chaque centime comptait, que le moindre imprévu pouvait faire basculer leur fragile équilibre financier. « On trouvera une solution, dit-elle finalement, posant sa main sur celle de son fils. « Tes rêves sont importants, Antoine. On se serrera la ceinture s'il le faut, mais tu iras dans ce cabinet. » Les yeux d'Antoine s'embuèrent de larmes. « Merci, maman, murmura-t-il. Je ne sais pas comment tu fais pour toujours trouver une solution. » Mariette sourit faiblement. « C'est ça, être parent. On trouve toujours un moyen. » Mais une fois seule dans sa chambre, Mariette laissa enfin tomber son masque de force. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues alors qu'elle contemplait les photos accrochées au mur. Des visages souriants, des moments de bonheur volés au destin. Chaque image était un trésor, mais aussi un rappel constant du prix à payer pour maintenir cette famille unie. Il y avait la photo d'Amélie, sa deuxième fille, tenant fièrement son diplôme de fin d'études. Mariette se souvenait des nuits blanches passées à coudre pour payer les frais de scolarité. À côté, une image de Lucas, son petit génie des maths, recevant un prix lors d'un concours national. Pour l'envoyer à ce concours, Mariette avait dû vendre sa bague de fiançailles, le dernier souvenir de son mariage avec Gaston. Chaque réussite, chaque sourire sur ses photos avait un coût caché. Des repas sautés, des vêtements raccommodés jusqu'à l'usure,
des heures de sommeil sacrifiées pour un travail supplémentaire. Soudain, un cri étouffé provenant de la chambre des petits la fit sursauter. Essuyant rapidement ses larmes, Mariette se précipita pour consoler l'enfant qui faisait un cauchemar. C'était Théo, 6 ans, qui se débattait dans son sommeil. « Chut, mon chéri, murmura-t-elle en le berçant doucement. Maman est là. Tout va bien. » Alors que Théo se calmait dans ses bras, Mariette sentit une vague d'amour et de détermination l'envahir. Oui, la vie était dure. Oui, chaque jour était une lutte. Mais chacun de ses enfants était un miracle, une raison de continuer à se battre. On y arrivera, chuchota-t-elle, autant pour elle-même que pour l'enfant endormi. Peu importe le prix, on y arrivera ensemble. Dehors, la lune brillait sur les champs de lavande, témoin silencieux des sacrifices et de l'amour inconditionnel d'une mère hors du commun. Dans cette maison modeste de Saint-Rémy-en-Provence, Mariette Belrose et ses 38 enfants continuaient leur extraordinaire voyage, défiant les odes, réécrivant les règles de ce que signifie être une famille. La nuit était tombée sur Saint-Rémy-en-Provence, enveloppant la maison des Belrose d'un silence inhabituel. Mariette, assise sur le vieux rocking chair de la véranda, contemplait les étoiles, son esprit vagabondant vers un passé qu'elle s'efforçait habituellement d'oublier. « Maman ?» La voix douce de Camille, sa fille de 16 ans, la tira de ses pensées. « Tu ne dors pas ?» Mariette sourit faiblement. « Pas encore, ma chérie. Viens t'asseoir avec moi. » Camille s'installa sur les marches de la véranda, posant sa tête sur les genoux de sa mère. Pendant un moment, elles restèrent ainsi en silence, bercées par le chant des cigales. « Maman, » commença Camille, hésitante. « Aujourd'hui, à l'école, on nous a demandé de faire notre arbre généalogique. Je ne savais pas quoi dire pour tes parents. » Mariette sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce jour viendrait, le jour où elle devrait partager son histoire, son fardeau. « Ma douce Camille, » murmura-t-elle, caressant les cheveux de sa fille. « Il est temps que je te raconte une histoire. Notre histoire. » Prenant une profonde inspiration, Mariette commença. « J'avais à peine 3 jours quand ma mère nous a abandonnés. Mon père, ton grand-père, s'est retrouvé seul avec 6 enfants à nourrir. » Camille leva les yeux, surprise. « 6 ? Mais je croyais. » « Laisse-moi continuer, » interrompit doucement Mariette. « Mon père a fait de son mieux, mais c'était dur. Quand j'avais 5 ans, il s'est remarié. Au début, tout allait bien. Ma belle-mère semblait gentille. Mais sa voix se brisa. Camille serra sa main, l'encourageant silencieusement. Un jour, alors que j'étais chez ma tante, quelque chose d'horrible est arrivé. Ma belle-mère, elle a empoisonné mes frères et sœurs. Un hoquet d'horreur échappa à Camille. Empoisonné. Mais pourquoi? Les yeux de Mariette se remplirent de larmes. Je ne sais pas, ma chérie. La folie, la jalousie peut-être. Quand je suis rentré, ils étaient tous partis. Tous, sauf moi. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. Camille, sous le choc, ne savait que dire. C'est pour ça, continua Mariette, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, que j'ai toujours voulu une grande famille. Je voulais reconstruire ce que j'avais perdu, créer la famille que je n'avais jamais eue. Oh, maman, souffla Camille, les larmes aux yeux. Mariette serra sa fille contre elle. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une malédiction. Que j'étais condamné à perdre ceux que j'aimais. Mais maintenant, je sais que c'était un cadeau. Chacun d'entre vous est un miracle, une preuve que l'amour peut triompher de la douleur. Camille resta silencieuse un moment, assimilant cette révélation. Puis, doucement, elle demanda, « Et papa ? Il savait ?» Mariette soupira. « Oui, il savait. Au début, il comprenait mon besoin d'avoir une grande famille. Mais avec le temps, le poids est devenu trop lourd pour lui. C'est pour ça qu'il est parti. » La voix de Camille tremblait légèrement. « En partie, oui. Mais n'oublie jamais, ma chérie, que son départ n'a rien à voir avec vous. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. » Soudain, un bruit de pas les fit sursauter. Antoine, le visage grave, émergea de l'ombre. « J'ai tout entendu, » dit-il doucement. « Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais raconté ça avant ?» Mariette tendit la main vers son fils. « Je voulais vous protéger. Vous donner une enfance sans l'ombre de cette tragédie.
Antoine s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul, maman. Nous sommes une famille. Ta famille. Les larmes coulaient librement sur les joues de Mariette maintenant. Mes enfants, mes merveilleux enfants. Vous êtes ma rédemption, ma victoire sur le passé. Camille se blottit contre sa mère, Antoine les enveloppant toutes les deux dans ses bras. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, unis dans leur amour et leur compréhension nouvellement acquise. Au loin, le clocher du village sonna minuit. Mariette se redressa, essuyant ses larmes. Il est tard, dit-elle doucement. Allez vous coucher. Demain est un autre jour. Alors que ses enfants rentraient, Mariette resta un moment sur la véranda. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, pensant à ses frères et sœurs perdus. Regardez, murmura-t-elle. Regardez la famille que nous avons créée. Vous vivez à travers eux, à travers notre amour. Une étoile filante traversa le ciel, comme en réponse à sa prière silencieuse. Mariette sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Le passé ne la hantrait plus. Elle avait enfin trouvé la paix dans l'amour de sa famille extraordinaire. Rentrant dans la maison, Mariette jeta un dernier regard à la photo de famille accrochée dans l'entrée. 38 visages souriants lui renvoyaient son regard. Chacun d'eux était une promesse, un nouveau chapitre dans l'histoire des Belles Roses. Une histoire qui, malgré ses débuts tragiques, s'écrivait désormais avec l'encre de l'espoir et de l'amour inconditionnel. Le soleil se levait sur Saint-Rémy-en-Provence, illuminant la modeste demeure des Belles Roses d'une lueur dorée. Mariette, déjà debout depuis l'aube, préparait le petit déjeuner pour sa tribu, son esprit encore troublé par les révélations de la veille. Soudain, des coups frappés à la porte brisèrent la routine matinale. Intriguée, Mariette ouvrit pour découvrir une équipe de tournage, caméra et micro en main. Madame Belle Rose, demanda une femme élégante au sourire chaleureux. Je suis Amélie Durand, journaliste pour France 2. Nous aimerions faire un documentaire sur votre famille extraordinaire. Mariette, abasourdie, balbutia, un documentaire? Mais pourquoi? Amélie sourit. Votre histoire est unique, Madame Belle Rose. Une mère de 44 enfants, luttant seule pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est inspirant. Hésitante, Mariette jeta un coup d'œil à ses enfants qui s'étaient rassemblés derrière elle, curieux. Antoine, son aîné, s'avança. Maman, dit-il doucement, peut-être que c'est notre chance de montrer au monde qui nous sommes vraiment. Après un moment de réflexion, Mariette acquiesça. D'accord, dit-elle. Mais à une condition, vous montrerez la vérité, pas un spectacle. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Les caméras suivaient la famille dans leur quotidien, capturant les moments de joie, les défis, les larmes et les rires. Mariette se surprit à s'ouvrir, partageant son histoire tragique, ses espoirs et ses craintes. Le documentaire, intitulé La mère de Saint-Rémy, fut diffusé un soir d'automne. La famille Belle Rose, réunie autour de leur vieux téléviseur, regardait avec un mélange d'appréhension et d'excitation. À mesure que le film se déroulait, montrant leur vie sous un jour à la fois brut et tendre, Mariette sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle vit ses enfants rire en se reconnaissant à l'écran, pleurer en découvrant certains aspects de son passé qu'elle n'avait jamais partagés. Mais ce fut la fin du documentaire qui changea tout. Amélie Durand apparut à l'écran, son visage grave. Suite à la diffusion de ce reportage, annonça-t-elle, nous avons reçu un appel extraordinaire. Le cœur de Mariette manqua un battement. Une femme prétendant être la sœur de Mariette Belle Rose nous a contactés, poursuivit Amélie. Elle affirme avoir survécu à l'empoisonnement il y a toutes ces années, et avoir été placée dans une famille d'accueil sous une nouvelle identité. Un silence de mort tomba sur le salon des Belles Roses. Mariette, tremblante, s'agrippa au bras d'Antoine. Cette femme, prénommée Sophie Martin, vit aujourd'hui à Lyon, continua Amélie. Elle souhaite retrouver sa sœur et rencontrer cette famille extraordinaire. L'écran s'éteignit, laissant la famille dans un silence assourdissant. Puis, comme une vague, les questions et les exclamations déferlèrent. « Maman » s'écria Camille. « Tu as une sœur. » « C'est impossible » murmura Mariette, sous le choc. Ils étaient tous. Le téléphone sonna, faisant sursauter tout le monde. Antoine décrocha, écouta un moment, puis tendit le combiné à sa mère. « C'est pour toi » dit-il doucement. « C'est Sophie. » D'une main tremblante, Mariette prit le téléphone.
Allô, dit-elle d'une voix à peine audible. Mariette? La voix à l'autre bout du fil était hésitante, chargée d'émotion. C'est Sophie. Ta sœur. Les larmes coulaient librement sur les joues de Mariette maintenant. Sophie? C'est vraiment toi. Pendant les heures qui suivirent, Mariette et Sophie parlèrent, rattrapant des décennies de séparation. Sophie raconta comment elle avait survécu, comment elle avait passé des années à chercher sa petite sœur. Le lendemain matin, alors que l'aube se levait sur Saint-Rémy-en-Provence, une voiture s'arrêta devant la maison des Belles Roses. Une femme en descendit, le visage marqué par les années mais portant une ressemblance frappante avec Mariette. Les deux sœurs se regardèrent un long moment, puis tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant et riant à la fois. « Je t'ai enfin retrouvé, murmura Sophie. Nous sommes à nouveau une famille, répondit Mariette. Autour d'elle, les 38 enfants de Mariette se rassemblèrent, accueillant cette nouvelle tante avec des cris de joie et des embrassades. Dans les semaines qui suivirent, la vie des Belles Roses changea de façon spectaculaire. L'histoire de Mariette et Sophie toucha le cœur de la France entière. Des dons affluèrent, permettant à la famille d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. Le président lui-même intervint, promettant une aide spéciale pour l'éducation de tous les enfants Belles Roses. Mais pour Mariette, le plus grand cadeau était la présence de sa sœur. Ensemble, elles commencèrent à guérir les blessures du passé, à reconstruire ce qui avait été brisé il y a si longtemps. Un soir, alors que la famille élargie était réunie pour le dîner, Mariette regarda autour d'elle. Ses enfants, sa sœur retrouvée, l'amour qui emplissait chaque recoin de leur maison. Elle réalisa alors que son rêve s'était réalisé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Nous avons réussi, murmura-t-elle à Sophie. Nous avons reconstruit notre famille. » Sophie serra la main de sa sœur. « Et quelle famille extraordinaire nous avons créée !» Alors que le rire des enfants emplissait l'air, Mariette Belle Rose, la mère de 44 enfants, la sœur retrouvée, sentit son cœur déborder de gratitude. Son voyage avait été long et difficile, mais chaque épreuve l'avait menée à ce moment parfait. Dans le ciel étoilé au-dessus de Saint-Rémy-en-Provence, une étoile filante traversa l'horizon. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Mariette n'eut pas besoin de faire un vœu. Elle avait déjà tout ce dont elle avait toujours rêvé.